Je retrouve le ministre de l'Immigration, Mark Muller. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir à vous, Esther. Le président mexicain a menacé de boycotter le sommet des Trois Amigos qui va se tenir à Québec en avril. Est-ce qu'on se dirige vers un affrontement diplomatique, vous pensez? À mon avis, et sachez que je ne suis pas diplomate, je le doute fort bien. Évidemment, le président du Mexique, et j'ai parlé à son ministre des Affaires étrangères, ne sont pas contents. C'est leur droit le plus souverain d'avoir des objections et de mettre en vigueur des mesures pour contrer l'initiative qu'on a prise aujourd'hui. Mais de ce que j'ai pu comprendre, leur réaction, évidemment, ça va se mesurer dans les jours à suivre. Mais mis à part leur mécontentement, je pense que leur réaction sera quand même assez posée. Évidemment, c'est un partenaire économique très important pour le Canada. Ils savent très bien comment la relation commerciale s'est épanouie depuis les dernières 10 années et évidemment, ils veulent le préserver. Le chef conservateur, Pierre Poilievre, dit que la situation actuelle, c'est de votre faute, qu'il n'y avait pas ce problème-là sous le gouvernement Harper, avant que vous abolissiez les visas pour les voyageurs mexicains en 2015. Est-ce que vous êtes allé trop loin avec votre politique d'accueil des réfugiés depuis 7 ans? D'abord, enlever les visas mexicains, ce n'était pas une politique visant les réfugiés, c'était une politique visant les ressortissants mexicains qui venaient ici pour investir, pour voyager, pour voir leur famille. Et évidemment, souvenez-vous que l'élection en 2015 était une élection sur fond de xénophobie avec les conservateurs de Harper. Qui avaient leur snitch line, visaient les réfugiés syriens. On savait très bien le ton du gouvernement conservateur de l'époque. On ne revient pas à cette époque, Esther. On met en place un visa modifié, c'est-à-dire le ETA+, où les ressortissants mexicains qui n'ont pas visité, qui n'ont pas de visa avec les États-Unis depuis les 10 dernières années, puissent venir ici. Il y a 7 ans. Moi, je pense que c'était la chose à faire, évidemment, étant donné les circonstances. On s'attendait, évidemment, avec cette ouverture qu'il pourrait y avoir des demandeurs d'asile. Mais ça a grandi puis ça a augmenté de façon exponentielle, surtout la dernière année, avec l'ouverture après la COVID, puis il fallait prendre des mesures en conséquence. C'est pas le même genre de visa qui était imposé par le gouvernement Harper. Il y a beaucoup de permissions pour les gens qui ont des visas américains ou qui ont eu des visas au Canada. Alors, ça couvre à peu près 40% des gens qui viendraient ici, mais ça s'attaquerait notamment aux gens qui font des demandes d'asile au Canada puis qui n'y ont fondamentalement pas droit. Sur le retour des visas en tant que tel, on parle beaucoup des demandes qui sont rejetées. Est-ce qu'on risque aussi d'échapper des gens qui ont besoin vraiment d'aide? Il y a toujours un risque dans tout ce qu'on fait, Esther, mais si on regarde les 20 pays qui font, dont les 20 pays sources de demandeurs d'asile, ils ont des taux d'acceptation à la Commission d'immigration des réfugiés bien plus hauts que les ressortissants mexicains. Donc, dans ce contexte, il y avait lieu d'agir. C'est clair que tout n'est pas parfait au Mexique, mais c'était clair aussi qu'étant donné le volume qui compose à peu près 17% des gens qui demandent de l'asile qui proviennent du Mexique, la plupart desquels n'avaient pas vraiment droit à ce statut de personnes protégées après une détermination de la Commission des réfugiés et de l'immigration, qu'il fallait agir au niveau des visas. Vous avez décidé que les travailleurs étrangers temporaires n'auront pas besoin de visa. Est-ce qu'on envoie le message au Mexique qu'on a besoin de leurs travailleurs temporaires, mais pas de leurs réfugiés? Pas du tout. En fait, c'était une demande qui faisait suite à des discussions avec la ministre des Affaires étrangères, avec moi et la ministre Joly. On ne voulait absolument pas compromettre nos relations bilatérales, commerciales, notamment en ce qui a trait aux travailleurs temporaires étrangers. Donc, c'est un signe positif pour les deux pays, un signe positif pour l'avenir dans nos relations commerciales. Et ça faisait suite notamment aux demandes du Mexique de s'assurer que nos flux commerciaux ne soient pas affectés. Vous avez ouvert la porte à d'autres réimpositions de visas. On parle de quel pays exactement?
Bien là, regardez, il y a 20 pays où il y a beaucoup de sources de demandeurs d'asile. Ces pays-là, pour la grande majorité, si je ne m'abuse, ont déjà des visas. Alors, le dilemme est différent et l'impact de toute autre mesure qu'on prendrait, ce serait forcément pas aussi efficace qu'on a aujourd'hui. Et la grande majorité de ces pays sources ont des taux d'acceptation, donc des gens qui ont gain de cause devant la Commission de l'immigration et des réfugiés, bien plus haut que les ressortissants mexicains. Alors, il faut faire attention aux mesures qu'on met en place et les mesures plus chirurgiques qu'on mettrait en place auraient un effet moins grand que celui d'aujourd'hui. Alors, on est toujours un pays qui doit suivre ses conventions internationales, ses obligations internationales. Et on compte le faire, mais évidemment, il faut continuer de réviser des annonces bientôt? Ce ne sera pas pire pour bientôt, Esther. J'ai le devoir de regarder au sein de mon département comme le chiffre, évidemment, qui est très, très fort de gens qui viennent à l'intérieur du pays et pour voir notamment si je ne peux pas faire d'autres ajustements aux visas qui sont accordés à ces gens qui viennent de ces pays sources. C'est clair que j'ai aboli une politique publique en fin d'année qui était plus permissive et qui a généré une certaine augmentation des demandeurs d'asile. C'est une politique qui est maintenant annulée. Alors, j'attends les suites de cette action. Mais il y a plusieurs autres actions qu'on pourrait prendre pour s'assurer qu'on préserve cette intégrité du système d'immigration qu'on a aujourd'hui et dont tous les Canadiens sont fiers. À suivre. Il nous reste 30 secondes à peine. On a appris cet après-midi que la Cour d'appel du Québec confirme la validité de la loi 21 sur la laïcité. Est-ce que ça vient réduire vos arguments devant la Cour suprême? Bien, écoutez, je pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui pense que le premier ministre Trudeau ne va pas se lever pour défendre les intérêts de la Charte des minorités et des personnes. Évidemment, toute cette discussion sur la validité de l'utilisation de la clause non-obstante reste complète. Évidemment, devant la Cour suprême, le Canada présenterait évidemment des arguments pour appuyer la Charte et les valeurs des Canadiens. Mais c'est à suivre, évidemment. Je pense que les gens s'attendaient à un résultat. Il reste encore que l'utilisation préemptive de la clause non-obstante pour couvrir la discrimination, c'est quelque chose qui doit être fait de façon très judicieuse, de façon très limitée. Et c'est là l'objection qu'on a comme gouvernement à la loi 21 parce qu'elle discrimine et utilise la clause non-obstante pour couvrir cette discrimination. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Bonne soirée. Moi que vous remercie, Esther. Merci. Au revoir.